Oui, je suis donc revenue à l'Agence spatiale européenne. Je travaille sur les sujets de sciences spatiales à l'échelon européen. Dans tout ce parcours que vous avez raconté, cette chance formidable d'avoir été candidate astronaute sélectionnée par le CNES et d'avoir réalisé 2 missions spatiales, d'être un médecin, d'être un chercheur, d'avoir été ministre de la Recherche, d'avoir été à la tête d'un établissement qui essaie de vulgariser, donner des outils de compréhension de la science et de la technique. Vous comprenez que science et technique, c'est vraiment le fil directeur de ma vie, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir aujourd'hui à essayer de trouver comment faire partager les avancées absolument extraordinaires que la science, les développements technologiques peuvent apporter pour lutter contre les enjeux qui sont les nôtres. Là, avec les sujets spatiaux, c'est beaucoup de satellites qui observent la Terre. On va tous parler en cette fin d'année de la COP21, cette grande réunion qui va essayer d'apporter des solutions à ces problèmes de changement climatique. Et bien évidemment, ces satellites dans l'espace sont des yeux qui observent notre planète. La plus belle conquête de l'espace, c'est d'avoir tourné le regard vers la planète Terre, ce qui a d'ailleurs développé un petit peu cette conscience écologique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenue à l'Agence spatiale européenne pour essayer de promouvoir cette recherche d'excellence européenne et je l'espère, pourquoi pas, donner envie à des jeunes femmes, des jeunes hommes de rejoindre le rang des scientifiques, des ingénieurs, pour continuer à être ceux qui proposent des solutions pour l'avenir. Bon, dans ma jeunesse, j'étais une enfant qui était plutôt curieuse, à poser des questions, à toujours vouloir savoir le pourquoi des choses. J'étais une petite fille à pourquoi. J'ai osé emprunter une voie, cet appel à candidature qui recrutait des cosmonautes scientifiques pour faire des expériences à bord d'une station spatiale. C'est vrai que j'ai eu cette chance, en étant petite fille à l'âge de 12 ans, de voir le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, et que voilà, ce qui était du domaine du rêve et de l'inaccessible était ce jour-là devenu possible pour l'être humain. Donc ça a peut-être un petit peu libéré de certaines barrières, autocensure, que des jeunes filles peuvent se mettre parce qu'elles portent le poids de certains clichés, certains stéréotypes dans leur éducation. Et quand il y a eu cette opportunité, cet appel à candidature, j'ai poussé la porte, j'ai osé, et à partir de là, effectivement, je dirais que le succès attire le succès. Alors, je ne vais pas parler que du succès, parce que je n'ai pas eu que des succès. La science, c'est aussi une belle école de vie, parce qu'on se pose une question, on fait une manip, comme on dit, une expérience pour trouver une réponse. Des fois, ça marche, très bien. Des fois, ça ne marche pas, on s'est trompé. Et c'est en utilisant pourquoi on s'est trompé, en essayant de comprendre, qu'on va arriver la fois suivante à avancer davantage. N'attendez pas la perfection pour vous lancer dans quelque chose, même s'il y a des échecs. Quand on vise la Lune, comme disait Oscar Wilde, visez toujours la Lune, car même en cas d'échec, vous retomberez dans les étoiles. Je suis quelqu'un qui dit pourquoi pas. Et je dis pourquoi pas moi, souvent. Je dis pourquoi pas vous, quand je parle à des jeunes filles. C'est vrai que dans ma tête d'enfant, il y avait un désir d'exploration, une curiosité, une capacité d'émerveillement devant des choses de la nature, des choses de la technique. C'est ce qui permet, parce qu'on regarde un petit peu au-delà de l'horizon de notre quotidien, d'être attiré par les portes entrouvertes, éventuellement par les chemins de traverse, et de pousser les portes. Il faut travailler, il faut avoir un bon bagage pour s'avancer dans l'aventure de la vie, mais tout ça va ensemble. Et quand ça répond à une passion, c'est le bonheur du quotidien. Je crois qu'effectivement, je me suis jamais censurée ou laissé imposer des choix par les autres. J'ai fait ce choix sans me dire ça n'est pas pour moi, sans me dire les autres me disent que c'est pas pour moi. Bon, et j'ai eu la chance d'être entourée par des gens qui me faisaient confiance et qui m'ont porté à côté de moi ces engagements qui étaient les miens. J'ai beaucoup travaillé dans un environnement très masculin. Je n'ai pas vraiment souffert d'être femme. Au contraire, je dirais que, mais peut-être parce que je porte cette conviction en moi, que la diversité, la différence,
permet de s'enrichir. On véhicule un petit peu des clichés qui commencent à être datés. Il y a un peu 3 phases où il y a des difficultés. Il y a la phase de l'orientation professionnelle. On le sait tous, les jeunes filles, c'est très très bons résultats au baccalauréat. Dans les matières scientifiques en particulier, elles sont 45% à décrocher leur bac avec des très bons résultats. Et elles ne sont ensuite que 15% dans les métiers du numérique, 20% dans les écoles d'ingénieurs. Parce qu'il y a des clichés, parce qu'il y a cette autocensure, ce manque de confiance des jeunes filles, premier point. Ensuite, vous l'avez évoqué, ce qu'on appelle le pipeline, le tuyau de la carrière professionnelle, qui fuit, comme on dit. Certaines rentrent dans le tuyau, et puis elles tombent par les trous du tuyau au fur et à mesure de la carrière. Les entreprises doivent continuer à améliorer cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça touche les jeunes femmes autant que les jeunes garçons aujourd'hui. Puis après, il y a le fameux plafond de verre, la reconnaissance qui vous permet d'accéder à ces cercles où vous pouvez prendre des décisions, plus seulement pour vous, mais pour les autres. Et ce plafond de verre, il existe encore réellement. Les choix collectifs, les prises de décision, les politiques publiques, il y a trop peu de femmes. Ça peut être la législation, par exemple. La loi pour avoir 40% de femmes dans le conseil d'administration des entreprises. C'est une loi qui a fait changer les choses. Je ne pense pas que les quotas soient la solution à toutes les inégalités, mais voilà, parfois il faut être un petit peu volontariste et déterminé, mais je l'espère là aussi de façon transitoire seulement, et qu'à un moment donné on arrivera à un meilleur équilibre dans cette parité. Je crois que le problème, il touche les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons. Alors, on parle de certains métiers qui sont typiquement pensés comme étant masculins et où les jeunes femmes ne s'engagent pas. Il y a par contre d'autres métiers où il y a plus de jeunes femmes que de jeunes garçons. Donc, moi, je suis pour un équilibre dans la diversité. Mais je crois que sur ces métiers de scientifiques et d'ingénieurs, les jeunes gens ne les connaissent pas. Il faut que les chercheurs entrent dans le système scolaire, ou entrent dans les lieux de culture, entrent dans les médias, entrent dans vos écrans de télévision, fassent une incarnation de ce que sont ces métiers. Quand on ne connaît pas les métiers, on n'y va pas. Alors c'est vrai que la télévision, par exemple, véhicule l'image du médecin légiste. Il y a plein de jeunes gens qui sont maintenant engagés dans des études de médecine pour devenir des médecins légistes ou des commissaires de police. Il n'y a pas de série où il y a des scientifiques ou des ingénieurs. Il y en a en Angleterre. Et, en France, il n'y en a pas. Ça pourrait être une solution aussi. Même les manuels scolaires, la représentation du sachant est un homme. L'image ou la représentation de logistique, de travaux ménagers, de secrétariat, d'assistanat, c'est une femme. Donc voilà, les clichés vont vraiment se nicher dans beaucoup d'endroits. Notre culture, qui fait de nous des êtres humains responsables de leurs décisions, capables d'entreprendre leur vie, d'avoir des outils pour avancer, ces éléments-là, ce sont des éléments de notre socle culturel. Et la culture, ça n'est pas que le cinéma, la peinture, la musique, la littérature, la culture classique. Notre culture, elle est aussi culture scientifique. C'est des sujets de société qui nous intéressent tous, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité de nos données. C'est notre société, notre humanité, donc notre culture qui est en jeu. Donc sciences et techniques, ça fait partie de la culture. Quand on subit quelque chose, en général, on n'y est pas très favorable. Ou alors on se réfugie derrière la précaution. Ah non, il y a un risque, je ne me sens pas outillé pour oser. On n'a pas le droit de dire ça aujourd'hui. Il faut prendre les outils. On doit tous être des militants de cette cause-là. C'est se saisir du savoir, du savoir-faire, du savoir des autres. Internet nous permet ça aujourd'hui, de se saisir du savoir des autres et de co-construire des savoirs ensemble, des savoir-faire, le do it by yourself, les Fab Labs, tout ce qu'on a aujourd'hui. Ce sont des éléments qui vous permettent d'avoir ce power de votre vie, l'empowerment. Alors, partir dans l'espace, il y a plusieurs temps. Il y a déjà effectivement un moment qui est pas difficilement reproductible, qui est partir au sommet d'une fusée avec 3 étages de propulsion, qui en 8 minutes 30 vaut
injecte en orbite à 200 ou 400 km autour de la Terre et vous atteignez la vitesse de satellisation, ce qui fait que vous allez rester satellisé à une vitesse de 28 000 km/h. Il y a des vibrations, il y a des puissances importantes qui sont dégagées. Là, c'est ce qu'on appelle la phase dynamique du vol. Il y a aussi la phase dynamique du retour, une fois que vous décrochez de la station spatiale pour réatterrir. J'ai fait 2 missions spatiales avec les collègues russes et soviétiques, et j'ai donc atterri dans les plaines du Kazakhstan, dans les steppes du Kazakhstan, dans une capsule sous parachute. Donc ça, c'est aussi une phase de retour et une phase dynamique. C'est du merveilleux. Et puis ensuite, la phase à bord de la Station spatiale internationale. Vous y découvrez aussi votre corps qui n'a plus de poids, puisqu'il est en microgravité. Vous utilisez les 3 dimensions de l'espace, vous recomposez vos schémas sensorimoteurs pour rattraper les choses, pour vous propulser d'une paroi à l'autre. C'était passionnant de découvrir cette capacité d'adaptation de notre corps humain, de notre cerveau, de son contexte cognitif dans un environnement qui n'a plus grand chose à voir avec notre environnement contraint par le facteur de gravité quand on est tout seul. Puis bien évidemment, il y a des hublots dans la station. On est dans la station, 400 km de la Terre, 28 000 km/h vitesse de satellisation, ça vous fait faire un tour de Terre en 90 minutes. Et c'est vrai que le regard par le hublot, du côté de la planète bleue, ou du hublot côté cosmos, ce sont des moments tout à fait exceptionnels. Le regard vers la planète Terre vous fait prendre conscience par la beauté de cette planète absolument superbe, bleue et blanche, avec des traces de vie, qui est magnifique. Ça vous fait prendre conscience de ça, son isolement, de sa fragilité. Et ça vous fait donc prendre conscience que la responsabilité par rapport à la préservation de cette planète, elle ne peut venir que des humains, que des terriens qui la peuplent. Alors je pense que collectivement et individuellement, on a cette responsabilité d'être les terriens et l'équipage de cette planète Terre. Je pense qu'il y a des tas de choses qui sont intéressantes dans la vie. Vous allez démarrer avec un premier métier, mais vous ferez d'autres métiers que votre première orientation. En plus, on sait très bien que dans les 10 ans qui viennent, la moitié des métiers d'aujourd'hui auront disparu, et que par contre, l'autre moitié des métiers que vous exercerez n'existent pas aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir déjà 6 métiers différents, et avec un fil conducteur, bien sûr. Il y aura peut-être encore une autre facette. Là, j'exclus pas l'écriture, le théâtre. J'ai souvent dit, ayant été très intéressée par les matières scientifiques pendant ma jeunesse, j'en ai peut-être un peu oublié de me passionner pour mes cours de philo, parce qu'on ne peut pas se passionner pour toutes en même temps. Et voilà, il y a plein de moments dans la vie où on peut récupérer, tirer des fils. On ne peut pas tous les tirer en même temps, c'est ça aussi le plaisir de la vie. Donc voilà, c'est une autre partie de la vie à venir, elle est à construire, mais elle va dépendre de l'envie et des rencontres. La vie, elle est faite de rencontres, elle est faite d'opportunités, elle est faite de gens qui pensent à vous, ou vous qui pensez à d'autres. C'est peut-être par là que s'entr'ouvrira la prochaine fois. Voilà, il y a même Platon, formidable, formidable.